Alors, bonjour tout le monde. Kwe, good afternoon. Bienvenue à cette deuxième édition du Forum annuel du Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Avant d'aller plus loin, before going any further, for those of you who need or shouldn't find yourself in need of translation, there is a translation service offered, but on the Zoom platform. So you just have to go at the bottom of your screen. If you don't know how to, there's instruction in the chat. And if you don't know how to find the chat, good luck. Ceci dit, mon nom est Gérald Arsenault. Je suis le président sortant de l'AFNB et fièrement impliqué au niveau communautaire, mais je suis surtout citoyen du monde. Et moi, je vais utiliser tout de suite cette occasion pour vous présenter Mme Marie-Josée Groux, directrice attraction et intégration de la main-d'œuvre à Opportunité Nouveau-Brunswick, pour vous adresser la parole. Madame Groux, à vous. Oui, bonjour. M'entendez-vous? Oui. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour votre forum sur l'immigration francophone. Malheureusement, la ministre Dunn ne pouvait pas être ici. L'Assemblée législative siège, malheureusement pour elle, mais heureusement pour la démocratie. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour dire quelques mots d'ouverture au nom de la ministre Dunn. Oh, excusez, pouvez-vous mettre votre micro en sourdine, tout le monde? J'ai du feedback en bon français. Donc, ce forum en immigration francophone est très, très important. La province s'est donné des objectifs très élevés en matière d'immigration francophone, comme vous le savez. La province s'est donné l'objectif d'accueillir 33 % d'immigrants parlant le français d'ici 2024. Et quand je dis l'accueil, évidemment, c'est la portion que nous contrôlons ici à la province, donc les nominations provinciales. 33 %. Nous sommes à 28 % en 2021, ce qui est énorme. On a fait beaucoup de chemin, en grande partie grâce aux nombreux partenariats qu'on a avec les communautés francophones au niveau du Nouveau-Brunswick. Mais il reste encore du chemin à faire. Comme vous le savez, c'est une bataille constante vers l'achèvement ou rencontrer nos objectifs. Donc, les 2 prochaines journées seront très importantes. Ça va nous apporter un appui également dans tout ce qu'on essaie d'atteindre et tous les projets qu'on essaie de développer en partenariat avec la communauté. Donc, encore une fois, merci de présenter ce forum à la SANB et au réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick et à tous les partenaires. Je vous souhaite 2 bonnes journées, 2 pleines journées de conférences et possiblement et sûrement de bonnes idées qui sortiront de là. Vous avez un membre de mon équipe qui est sur le terrain, Mme Regragui, est avec vous aujourd'hui. Elle est très heureuse d'être en présentiel. J'aurais bien aimé être en présentiel aussi. Donc, bonne conférence à tous et à toutes et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Marie-Josée, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous remercie. Oui, oui, je vous entends. C'est donc pour moi un honneur d'être aujourd'hui et demain le maître de cérémonie de ce forum dédié à un sujet qui m'est cher, agir ensemble pour la francophonie. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Chantal Resvik, directrice de la Ruche et membre du RIF-NB. Bonjour Chantal, tu as un petit quelque chose à nous dire, tu veux utiliser? Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Kwe, good afternoon. Je me joins à vous depuis Petit Rocher, où si je tiens à commencer en reconnaissant que Gérald et moi, nous trouvons aujourd'hui sur le territoire ancestral du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié signés à l'origine en 1725 par les peuples Wolastoqey, Malécite, Mi'kmaq et Pesco-Tomukati, ainsi que par la couronne britannique.
Rappelons que les traités n'avaient pas pour but de traiter de la cession des terres et des ressources, mais plutôt de reconnaître le titre de propriété Wolastoqey, Maliseet, Mi'kmaq et Pesco-Tomakuti, et aussi d'établir les règles des rapports qui se poursuivraient à long terme entre les nations. Je suis reconnaissante que nous puissions tous virtuellement nous réunir ici aujourd'hui. Je suis également reconnaissant envers les premiers peuples qui partagent leurs terres ancestrales avec nous tous. J'invite chacun de vous à écrire dans le chat depuis quel territoire non cédé vous vous joignez à nous aujourd'hui. Si vous avez un doute, je vous encourage à utiliser le document actuellement partagé dans le chat qui vous indique comment faire correctement la reconnaissance des territoires non cédés. Nous remercions le Dr. David Perley d'avoir partagé cette ressource via Dialogue Nouveau-Brunswick. À toi, Gérald. Merci, Chantal, pour cette importante reconnaissance. J'aimerais maintenant vous faire part de quelques informations au sujet de ce qui va suivre. Comme les ateliers d'aujourd'hui et de demain sont sur un format de webinaire, vous ne verrez que les panélistes et les animateurs. Vous pouvez participer activement tout au long de ces ateliers en commentant dans la fonction clavardage ou encore en écrivant vos questions à l'aide de la fonction Q&A, foire aux questions, qui se trouve au bas de votre écran. En ce qui concerne le déroulement de chaque atelier, nous allons poser des questions aux panélistes afin qu'ils ou elles puissent partager avec nous leur regard, leur expérience et leurs bonnes pratiques en matière d'immigration francophone. À la fin de chaque atelier, nous aurons du temps pour répondre à quelques questions et dialoguer avec les participants. Nous invitons chacun et chacune d'entre vous à faire preuve de respect et de courtoisie dans la publication de ces commentaires. Les éléments suivants ne seront pas tolérés et seront systématiquement effacés. Les commentaires diffamatoires, abusifs et obscènes, les déclarations discriminatoires fondées notamment sur le sexe, la religion, la nationalité ou l'orientation sexuelle, les propos incitant à la haine et à la violence. Tous ceux-ci seront systématiquement effacés. J'invite à présent Stéphanie Meroni à présenter le RIF-NB. Alors, Stéphanie? Oui, tu peux le déposer par-dessus. Bonjour tout le monde. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, que ce soit au mode virtuel ou en présentiel. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Juste pour vous présenter en quelques mots, le réseau en immigration francophone, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'organismes, 29 au total, tous bilingues et ou francophones, qui sont répartis à travers la province et qui ont un but, c'est de travailler ensemble, en collaboration, pour améliorer le parcours des nouveaux arrivants au sein de la province, des nouveaux arrivants francophones. Donc, en fait, le forum, l'idée du forum est vraiment née de cette concertation parce qu'il est ressorti qu'il fallait avoir un endroit où on pouvait laisser la place à la communauté pour poser des questions, pour en apprendre davantage sur la question de l'immigration francophone. Donc aujourd'hui, on est là, c'est l'ensemble des membres, donc l'ensemble des organismes qui sont aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est des organismes qui sont multisectoriels. Ce qui veut dire qu'au sein de la table, on peut traiter de sujets autant au niveau d'éducation, au niveau des services d'établissement, au niveau de l'employabilité, au niveau de la santé. C'est vraiment très large. Donc, c'est vraiment une force qu'on a et on est très content de pouvoir collaborer avec l'ensemble des organismes qui sont présents. Et chaque jour, tout au long de l'année, tous ces intervenants font un travail immense pour pouvoir faire en sorte que les nouveaux arrivants, en fait, trouvent leur place au sein de la province et surtout restent au sein de cette province. Pour vous mettre aussi dans un contexte, ce forum, en fait, il est là pour essayer d'appuyer la prise de conscience progressive de la communauté et pour les sensibiliser à la question de l'immigration francophone et surtout de vous outiller, c'est-à-dire en vous donnant
assez de connaissances et d'informations et pouvoir aussi derrière porter un sens critique et pouvoir avoir votre propre avis sur la question. On n'est pas là pour vous dire oui ou non, c'est bien ou c'est pas bien. Nous, on est vraiment là pour vous donner toute l'information nécessaire pour que vous ayez votre avis critique sur la question. On est là aussi pour mobiliser tous les acteurs locaux, donc d'où le fait qu'à travers ce forum, on soit allé mobiliser, engager les employeurs, les municipalités, la communauté en général. Et on organise, donc à travers ces ateliers, vous verrez, on aura organisé des présentations individuelles, mais aussi des ateliers de discussion, des ateliers de présentation, puis des ateliers un peu plus au niveau d'engagement communautaire, qui est le dernier atelier de demain. Donc voilà, donc j'espère que ces 2 demi-journées vous apporteront des connaissances supplémentaires, que vous en ressortirez agréablement surpris et surtout et que vous aimerez aussi l'ensemble des thématiques qui seront abordées. Juste pour rappel, à l'issue de l'événement, que ce soit au niveau virtuel et présentiel, il y aura un questionnaire, un sondage de satisfaction qui vous sera envoyé ou remis. Donc, on vous engage et on vous invite, s'il vous plaît, à rendre vos avis puis vos commentaires. Pour nous, ça nous est très utile pour la suite parce que ça, c'est un forum qu'on organise chaque année. Donc, n'hésitez pas à nous donner des idées, des thématiques pour les prochains forums. Donc, voilà. Bon, sans plus tarder, je vais relaisser la parole à notre cher président d'Assemblée, M. Gérald Arsenault. Et puis, merci beaucoup de votre présence et de votre écoute. Au revoir. Merci beaucoup Stéphanie. Agir ensemble pour la francophonie. Ce thème m'a personnellement interpellé parce qu'il nous rassemble tous autour d'enjeux qui touchent toute la province. L'immigration francophone est une chance pour éviter le déclin de nos communautés, pour combler les besoins en main-d'œuvre et pour soutenir la croissance de la francophonie au Nouveau-Brunswick. Seulement voilà, pour parvenir à attirer les immigrants francophones, leur donner envie de venir s'installer dans nos communautés et surtout d'y rester, nous avons tous intérêt à sortir de nos silos et de travailler ensemble. Nous avons tous un rôle à jouer, les élus des municipalités, les dirigeants d'organisations, les recruteurs, vous, moi. Nous tous, nous habitons le Nouveau-Brunswick et qui avons à cœur l'avenir de nos communautés. J'invite encore Mme Chantal de venir nous dire un petit mot. Madame Chantal, cet après-midi et demain matin, nous allons voir qu'il se passe de belles choses et à tous les niveaux au Nouveau-Brunswick pour attirer et retenir les immigrants sur le sol néo-brunswickois. C'est donc le moment de prendre des notes sur toutes les initiatives qui vous inspirent et de faire le plein de ressources et de contacts pour que ces actions soient démultipliées partout au Nouveau-Brunswick. Sachez également qu'un rapport sera publié et mis en ligne sur le site Internet du RIF avec toutes les ressources qui seront partagées aujourd'hui et demain. Merci. J'insiste aussi pour ajouter que si vous avez des questions, peu importe quel moment, si vous les écrivez dans le chat, on a des personnes, 3 jolies dames, qui s'occupent à scruter le chat et détecter toutes les questions qui peuvent y apparaître. Donc, avant de commencer et pour se mettre un peu dans l'ambiance, nous vous invitons à répondre aux questions qui sont affichées sur votre écran, ceux qui sont à la maison, et ceux qui sont ici en présentiel, vous avez une petite feuille sur la table avec ces codes QR-là, avec votre merveilleux appareil, téléphone, ordinateur, portable, machine à tout faire. Vous n'avez, si vous n'avez jamais utilisé ça, juste à ouvrir votre appareil photo et le pointer vers un de ces codes QR-là et automatiquement, bingo, ça ouvre. Alors, moi, je ne vois pas les questions.
Ah, voilà, en un mot. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Un mot. Des fois, ce n'est pas facile. Mais j'ai confiance. Exubérant. Je voulais utiliser ce mot-là aujourd'hui. Si jamais vous ne pouvez pas répondre directement sur le petit Slido, ah bien. Excellent. Je ne comprends pas la personne qui a écrit 8826-321. J'espère que ce n'est pas son compte de banque ou quelque chose du genre. On a les résultats? Oui. C'est vraiment bien. Alors, le bien est bien sûr celui qui est le plus c'est gros, plus c'est nommé souvent, je devine. Donc, bien, super, heureux, intéressés, chanceux, optimistes sont ceux qui ressortent. Est-ce qu'il y a une deuxième question qui s'en vient, Sarah? Oui. Est-ce que vous participez? Jusqu'à maintenant, on a 100% des participants sont francophones. Mais on sait que tout le monde peut arriver à n'importe quel moment au cours de la journée d'aujourd'hui et de demain. 2%. Wouhou! Oui. Alors, bienvenue, welcome à ces deux participants anglais, ou ce 2%, peut-être pas 2, c'est 2%. Est-ce qu'on a une troisième question? Et voilà, troisième question. Vous participez avec nous de quelle région? Bien sûr, on parle des régions du Nouveau-Brunswick ici. Si jamais vous êtes à l'extérieur du Nouveau-Brunswick et vous voulez nous en faire part, vous pouvez toujours l'écrire dans le chat. Oh, il y a une compétition entre le sud-est et la péninsule acadienne. La chaleur vient de dépasser la péninsule acadienne, mais le sud-est reste toujours en avance. Je me fais penser un peu à une course de cheval de quelque sorte. Oh, ça bouge toujours. C'est drôle comment le 2 et le 3 restent égales tout le temps. Ouh. On peut enchaîner. Alors, merci pour cette petite pratique Slido. Les trois... Ah, il y a une autre question? Ah, ben regarde, ce n'était pas 3, c'était 4. Quel est votre statut? Et non, où est votre statut? Ah, ça, c'est des belles petites données intéressantes. Est-ce qu'il y a une autre question de cachet, Sarah? Non, pas cette fois-ci. D'accord. Alors, pour agir ensemble, moi, j'enchaîne. Pour agir ensemble sur
de bonne base, nous allons à présent écouter Guillaume Deschênes-Thériault. Guillaume, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Vous êtes également conseiller de la municipalité de Kedgwick. D'ailleurs, Kedgwick, moi, c'est dans mon cœur. Ceux qui ne savent pas, je suis originaire de Kedgwick. Avec vous, nous allons faire un bond en avant dans le temps pour comprendre où sera l'Acadie dans 10 ans, selon les scénarios les plus probables en matière d'immigration francophone. Alors, Guillaume, d'abord, il y aurait 3 points que j'aimerais que tu abordes lors de ta présentation. D'abord, en quoi l'immigration francophone représente-t-elle un enjeu important pour l'avenir de l'Acadie? Ensuite, que nous apprennent les relevés démographiques? Et enfin, pouvez-vous, Guillaume, nous expliquer les différents programmes d'immigration qui existent aujourd'hui pour que les immigrants francophones accèdent au Nouveau-Brunswick? Alors, Guillaume, je te laisse la parole. Bonjour. Être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend bien d'abord et en ligne également? Parfait. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour répondre aux questions que Gérard vient de me poser? Avant toute chose, on va faire un petit retour en arrière. On va faire une mise en contexte du dossier de l'immigration francophone et aussi du dossier de l'immigration au Nouveau-Brunswick. Donc, un retour en arrière pour mieux comprendre où on en est aujourd'hui. Par la suite, je vais vous présenter différentes données, notamment des données statistiques sur le contexte présent pour bien comprendre où on en est. Et je vais aussi vous présenter des projections démographiques, notamment sur le Nouveau-Brunswick pour les 15 prochaines années. C'est des données qui n'ont pas encore été présentées de façon aussi détaillée, donc en exclusivité des nouvelles données. Puis je vais vous présenter la méthodologie qui a été utilisée pour les élaborer. Et par la suite, on va terminer avec quelques pistes de réflexion, notamment sur les voies d'accès à la résidence permanente, les différents programmes, et de manière plus générale sur d'autres pistes de réflexion concernant le dossier de l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick. Et ça va être suivi d'une période de questions de 10 à 15 minutes à la fin. D'abord, comme vous le savez, le Canada, c'est un pays d'immigration. On a une longue tradition au niveau de notre politique migratoire. Les objectifs en termes d'immigration sont intimement liés à différents enjeux économiques. La politique d'emploi au Canada est liée de près à notre politique d'immigration. Et même depuis les années 60, vous savez, pour ce qui est des programmes d'immigration économique, la plupart d'entre eux les candidatures sont gérées à partir d'un système de pointage qui évalue les candidatures selon la possible contribution à l'économie. Un autre enjeu important autour de la politique d'immigration au Canada, c'est au niveau de ses impacts démographiques. À l'heure actuelle, l'immigration est le principal moteur de la croissance démographique au Canada. Entre 2017 et 2018, c'était 80 de la croissance de la population canadienne qui était due à l'immigration. Et dans les prochaines décennies, selon Statistique Canada, la croissance démographique au Canada pourrait reposer exclusivement sur l'immigration. Et déjà, en 2016, c'était plus d'un 5e de la population au Canada qui était née à l'étranger. Toutefois, les retombées de l'immigration, tant sur les plans économiques, démographiques, mais aussi socioculturels, sont plus limitées pour la province du Nouveau-Brunswick et pour les communautés francophones, du fait qu'on a une immigration moins importante historiquement dans notre province et au sein des communautés francophones. Par exemple, au niveau de quelques petits chiffres, au niveau de la population née à l'étranger, je vous mentionnais que c'est plus d'une personne sur 5 au Canada qui est née à l'étranger, mais pour le Nouveau-Brunswick, c'est moins de 5 %. Donc, c'est moins d'une personne sur 20 au Nouveau-Brunswick, comparativement à plus d'une personne sur 5 au Canada dans son ensemble. Et pour la population francophone du Nouveau-Brunswick, c'est seulement 2 % de la population francophone au Nouveau-Brunswick qui est née à l'étranger. Donc, ces données-là témoignent en fait qu'on a eu une immigration moins importante dans notre province et encore moins importante pour ce qui est des francophones. Et dans le même contexte, on fait aussi face à différents défis démographiques, par exemple un taux de natalité qui a diminué au fil des années, un vieillissement de la population, et si on regarde dans les dernières décennies, un solde migratoire interprovincial négatif. Aussi, j'aimerais mentionner qu'au Nouveau-Brunswick, en fait, pendant très longtemps, pas seulement le dossier de l'immigration francophone, mais le dossier de l'immigration de manière générale n'était pas nécessairement un enjeu
qui était abordé beaucoup dans l'espace public. Il y avait pas nécessairement de stratégie en immigration. Ça remonte au début des années 2000, tandis que dans d'autres provinces, par exemple, chez nos voisins au Québec, eux ont un ministère de l'immigration au Québec depuis 1968. Tandis qu'au Nouveau-Brunswick, les stratégies en matière d'immigration, pas juste en immigration francophone, mais en immigration de manière générale, c'était beaucoup plus limité. Et on peut voir que dans ce contexte démographique-là, donc où est-ce que, comme je vous mentionnais, l'immigration, c'est le principal moteur de la croissance démographique au pays. Et quand on ajoute au fait qu'au Nouveau-Brunswick et au Nouveau-Brunswick francophone, on est confronté à un vieillissement de la population et à un sol migratoire négatif, ça fait en sorte que la croissance de notre population est beaucoup plus limitée quand on la compare à l'ensemble du pays. J'ai fait un petit bond sur les 50 dernières années. Si on regarde depuis 1971, pour ce qui est de la croissance de la population au Canada dans son ensemble, elle a augmenté de 61 %, donc au niveau de l'ensemble du pays. Et pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, notre population a seulement augmenté de 16 % depuis les années 70, donc une croissance beaucoup plus limitée qu'à l'échelle du pays. Et pour le Nouveau-Brunswick francophone, on parle d'un taux de croissance de 8,8 %. Donc, c'est dans ce contexte-là, et même au Nouveau-Brunswick, dans son ensemble, si on regarde en 1996 et 2001, donc pendant 2 recensements, plutôt qu'une croissance, on avait même une légère décroissance au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est dans ce contexte-là, au début des années 2000, que la province a commencé à se pencher de manière beaucoup plus sérieuse sur le dossier de l'immigration. Donc, on était une province longtemps peu active en immigration et notre première stratégie en croissance démographique remonte à 2008. Et dans le cadre de cette stratégie-là de 2008, le dossier de l'immigration francophone était abordé, mais c'était davantage de voir comment est-ce que le gouvernement fédéral pourrait appuyer le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le dossier de l'immigration francophone. Donc, vous le voyez, en fait, j'ai repris un peu la citation où on présentait le dossier de l'immigration francophone dans cette première stratégie de croissance démographique-là. Et c'était de voir notamment comment est-ce qu'on pourrait aller chercher l'appui du gouvernement fédéral. Quelques années plus tard, en 2014, on a adopté notre deuxième stratégie de croissance démographique. Et cette stratégie-là était accompagnée d'un plan d'action pour l'immigration francophone. Donc, le premier plan d'action du genre au Nouveau-Brunswick. Et c'est en 2014 que le Nouveau-Brunswick s'est doté de ses premiers objectifs en matière d'immigration francophone. Donc, depuis 2003, il y avait un objectif de 4,4 % à l'échelle fédérale. Donc, au niveau national, il y avait la cible nationale en immigration francophone. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est en 2014 qu'on s'est doté d'une cible de 33 % en matière d'immigration francophone. Et en 2019, on a publié notre troisième stratégie de croissance démographique. Et il y a eu un changement quand même assez important parce qu'en 2014, on parlait d'un objectif de 33 % d'immigration francophone de manière générale. Donc, ça concernait l'ensemble des programmes. Donc, le 33 %, c'était pour toute l'immigration qu'il y a au Nouveau-Brunswick, on visait d'atteindre 33 %, tandis qu'en 2019, la cible qui est spécifiée, c'est une cible de désignation qui est la cible de la province, parce que ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des différents programmes d'immigration, la province n'est pas en prise sur l'ensemble des programmes, loin de là. On peut penser à l'ensemble des différents programmes d'immigration économique fédéraux, au volet des personnes réfugiées, au parrainage familial. Ces programmes-là sont gérés par le fédéral. Le programme pour lequel le Nouveau-Brunswick, le gouvernement, a une réelle influence sur la sélection, c'est le programme des candidats. On va y revenir, mais la cible qui a été fixée dans la stratégie de croissance démographique 2019-2024, c'est une cible de désignation. Donc, les désignations provinciales, l'objectif, c'est d'avoir 33 % de désignation de candidats francophones. Donc, c'est juste une petite nuance à noter sur comment est-ce que nos objectifs ont évolué. Oui? Je voulais juste rappeler à tous les gens en ligne que s'ils ont des questions, ils peuvent les écrire dans le Zoom, sur le chat. Et là, tout de suite, nos gentilles dames vont pouvoir les prendre en note et pas attendre nécessairement à la fin pour envoyer leurs questions. Sur le chat, ils peuvent les envoyer au fur et à mesure que les questions leur viennent en tête. Et pour la salle, bien, on va prendre les questions à la fin en même temps que ceux du chat qu'on va pouvoir aller lire. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions et si je n'ai pas la réponse, bien, on regardera pour essayer d'y répondre plus tard. Pour ce qui est, donc, comme vous le voyez, au Nouveau-Brunswick, à la fois le dossier de l'immigration et le dossier de l'immigration francophone
se sont développés dans l'espace public de manière en même temps. Donc, au début des années 2000, ces deux dossiers-là, que ce soit l'immigration de manière générale ou l'immigration francophone, c'était somme toute assez embryonnaire au Nouveau-Brunswick, tandis que sur la scène nationale, on a une longue tradition en immigration, mais le dossier de l'immigration francophone a vraiment émergé il y a seulement environ 2 décennies. Avant ça, il n'y avait pas de politique publique au Canada en matière d'immigration francophone. On ne s'était pas nécessairement penché sur qu'est-ce qui étaient les impacts de l'immigration sur les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au pays. Et d'ailleurs, il y a des études du début des années 2000 du Commissariat aux langues officielles du Canada qui illustrent en fait ce manque de prise en considération-là des impacts notamment démographiques de l'immigration sur la francophonie canadienne. Et à ce moment-là, donc au début des années 2000, les organismes communautaires francophones d'un peu partout au pays ont commencé à prendre plus conscience de l'importance de l'immigration pour leur avenir. Ils ont fait plusieurs recommandations au gouvernement fédéral pour accorder à l'enjeu une place de plus en plus importante. Il y a aussi eu l'adoption de la nouvelle loi sur l'immigration et les réfugiés du Canada, à laquelle on a adopté des objectifs spécifiques qui visait à favoriser l'épanouissement et le développement des minorités francophones, ainsi que de promouvoir l'égalité du français et de l'anglais. Donc, on venait officialiser le rôle du ministère de l'Immigration fédérale en matière d'immigration francophone. Et en 2003, un moment clé, ça a été la publication du premier cadre stratégique pour favoriser l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Ce cadre-là a été publié par un comité qui était coprésidé par les communautés et le ministère fédéral. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a notamment adopté la cible de 4,4 % en matière d'immigration francophone. On en parle souvent dans l'espace public. Cette cible-là devait initialement être atteinte en 2008 et en 2006, on a repoussé son échéance à 2023. En 2003, c'était aussi le premier plan d'action quinquennal pour les ciels. Et comme on va le voir, c'est dans ce premier plan d'action en 2003 où il y a eu les premiers financements publics qui ciblaient spécifiquement le dossier de l'immigration d'immigration francophone sur la scène nationale, un objectif lui aussi. Puis pour ce qui est des services d'établissement, d'accueil, Ah, c'est revenu pour moi. Oh, je vais fermer mon micro. Mais ils n'ont pas fait de test avant. Ils devaient faire un test avec lui. Même le syndrome, ils devaient faire un test.
Gérald, excuse-moi, Gérald. Parfait, donc on peut reprendre. Avant la petite interruption technique, on discutait de l'adoption des cibles en immigration francophone et que ça remonte au début des années 2000 au niveau fédéral. Pour ce qui est des services d'accueil d'établissement, au début des années 2000, c'était aussi assez embryonnaire dans le secteur francophone. J'ai repris une citation donc, de la tournée de dialogue, c'est une tournée de consultation des communautés qui a eu lieu au début des années 2000. Et il y avait eu un groupe de discussion à Moncton où on faisait notamment mention du fait que comparé au secteur anglophone de l'établissement, ce qui était disponible en français était, somme toute, très limité. Et au niveau c'est vraiment par le financement des plans d'action pour les langues officielles que c'est structuré un secteur de l'immigration francophone. Il y a d'autres sources de financement. Il y a du financement d'appoint au niveau provincial, il y a des municipalités qui s'engagent, mais le gros des montants qui ont permis de structurer le secteur de l'immigration francophone découle des plans d'action pour les langues officielles. Donc, 2003, premier financement public en immigration francophone. Dans la feuille de route de 2008, c'est là qu'on a mis en place l'initiative d'immigration dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et c'est avec notamment ce financement-là qu'on peut financer les activités de promotion et de recrutement au Canada et à l'étranger. Je pense ici, par exemple, à Destination Canada. Des activités de coordination. Notamment, c'est de ce financement-là que découle la mise en place des réseaux en immigration francophone. Donc, le RIFNB, qui est l'hôte aujourd'hui, son financement découle de cette initiative-là qui a commencé en 2008. Des activités de recherche et la part du lion du financement va pour des services d'établissement aux immigrants d'expression française. Et au Nouveau-Brunswick, on avait eu aussi à l'époque un financement qui était renouvelé par la suite, un 10 millions qui était à la PECA pour appuyer l'immigration francophone spécifiquement au Nouveau-Brunswick. Donc, ça a été un point tournant dans le dossier de l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick, parce que c'est avec ce financement-là spécifique pour la province qu'on a pu mettre en place plusieurs des services d'établissement qu'on a aujourd'hui. Et en 2018, dans le nouveau plan d'action pour les langues officielles, le financement à l'enjeu de l'immigration francophone a augmenté de manière substantielle et ça a notamment permis de financer l'initiative des communautés francophones accueillantes, entre autres choses. Donc là, ça nous amène au contexte actuel. On s'en va vers un nouveau plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Les consultations pour le prochain PALO devraient débuter plus tôt que tard de qu'est-ce qu'on entend. Donc, ça va être intéressant de suivre ces consultations-là pour faire notamment valoir quelles sont les spécificités du dossier de l'immigration francophone, par exemple au Nouveau-Brunswick, qui pourraient être prises en compte. On a aussi au niveau fédéral le projet de loi C13, donc la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et dans le cadre de ce projet de loi-là, on prévoit que le Canada se dote d'une politique en immigration francophone qui contiendra des objectifs, des cibles et des indicateurs. Il y a aussi l'arrivée à échéance de la cible fédérale de 4,4 %. Donc, la cible que je vous dis qui a été adoptée en 2003, qui était censée être atteinte en 2008 et dont on a reporté l'échéance, eh bien, l'échéance est l'année prochaine en 2023. Et il y a déjà un comité en place qui est en train de réfléchir à l'avenir de cette cible-là. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'au début des années 2000, quand on s'est doté d'une cible de 4,4 %, l'objectif qu'on y associait, c'était de maintenir ou même d'accroître le poids démographique des communautés francophones à l'échelle du pays. Mais à ce moment-là, on n'a jamais fait d'études pour voir est-ce qu'une cible de 4,4 % réussirait à atteindre les objectifs qu'on y associait. Et récemment, il y a une étude du Commissariat aux langues officielles du Canada et une de la FCFA du Canada qui démontrent en fait que non. Même si on avait atteint une cible de 4,4 % dès 2001, ça n'aurait jamais permis de maintenir le poids démographique des communautés francophones. Ça leur aurait simplement permis de ralentir le déclin. Donc là, je vais vous présenter quelques données plus tard dans la présentation qui permettent de réfléchir donc, à l'avenir de cette cible-là, basée sur des données probantes pour ne pas, en quelque sorte, répéter l'erreur qui a été faite il y a une vingtaine d'années, de se doter d'une cible à laquelle on associait des objectifs qu'elle n'aurait pas permis d'atteindre. Il y a aussi la stratégie en immigration francophone nationale qui arrive à échéance l'année prochaine. Et le contexte de la pandémie, duquel on a tiré plusieurs apprentissages, notamment pour livrer des différents services. Certains pourront nous être utiles pour la suite des choses. Donc, plusieurs moments importants qui s'en viennent dans la prochaine année et demie dans le secteur de l'immigration francophone. Donc, après cette
mise en contexte un petit peu historique concernant le contexte actuel. Vous allez voir, à quelques moments, je présente des données du recensement de 2021, mais la majorité de ces données-là proviennent de celui de 2016. En ligne parce que on est de retour. Ce tableau-là, ça présente les admissions de résidents permanents au Nouveau-Brunswick. Donc, on peut voir entre 2016 et 2021. Ça, ces données-là, en fait, ce n'est pas les désignations, c'est vraiment le nombre de résidents permanents qui ont été admis sur une base annuelle au Nouveau-Brunswick. Et c'est basé sur les données d'IRCC. Donc, IRCC publie mensuellement les mises à jour sur les admissions de résidents permanents. Et on peut voir qu'au cours des 5-6 dernières années, c'est entre 4 500 et 6 000 résidents permanents qu'on a admis au Nouveau-Brunswick. Et donc, il y a quand même eu une augmentation dans les dernières années. On était en 2016 à 5,5 des résidents permanents qui avaient été admis au Nouveau-Brunswick étaient d'expression française en 2016, contre 15 en 2021. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'il faut faire une distinction très importante? Souvent, il y a un peu de confusion dans l'espace public. C'est que ça, c'est des chiffres sur les admissions de résidents permanents, donc les gens qui sont réellement arrivés au Nouveau-Brunswick pour l'année concernée, et les données sur les désignations, donc dans le cadre du programme des candidats de la province, les désignations de candidats. Et si, par exemple, il y a 28 de candidats désignés francophones en 2021, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont effectivement arrivés en 2021. Le temps qu'ils arrivent, que leur dossier en immigration soit prêt, c'est une partie de ces gens-là qui vont arriver en 2022, 2023. Donc, ce n'est pas nécessairement un équivalent entre désignation et les admissions réelles. Il faut faire attention quand on regarde les chiffres, si on parle de désignation ou d'admission. Dans ce tableau-là, c'est les admissions, tout programme d'immigration confondu. Puis on peut voir qu'au niveau fédéral, on est loin de l'atteinte d'une cible de 4,4 En 2021, on était à 1,95 et je regardais les chiffres pour cette année, depuis le début de l'année 2022, on est juste au-dessus de la barre des 2 Donc, encore loin du compte du 4,4 pour l'année prochaine. On peut voir, en fait, au niveau canadien, pour atteindre un objectif de 4,4 dans les dernières années, il aurait fallu admettre environ en moyenne 6 000 résidents permanents d'expression française supplémentaires. Et pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, je me suis amusé à faire un tableau qui... oui, c'est le bon, qui présente, il y a un petit décalage quand je regarde mon ordinateur puis l'écran en avant. C'est pour ça, des fois, je fais un petit sursaut quand je suis devant l'ordi. On peut voir, en fait, l'écart entre le nombre réel de résidents permanents qui ont été admis de résidents permanents francophones et le nombre qui aurait été requis si on aurait voulu avoir 33 d'immigration francophone. Et on voit qu'en moyenne, c'est environ 1 000 résidents permanents d'expression française supplémentaires qui auraient été nécessaires d'admettre au Nouveau-Brunswick sur une base annuelle pour que les francophones représentent 33 des admissions. Pour ce qui est, lorsqu'on regarde en fait l'ensemble des résidents permanents francophones qui sont admis au Canada hors Québec, donc lorsqu'on regarde l'ensemble à l'échelle canadienne, on en compte environ, par exemple pour l'année 2021, c'était aux environs de 8 000. Ce tableau-là présente leur répartition à travers les provinces, donc excluant le Québec, et on peut voir que la majorité d'entre eux, c'est en Ontario qui s'installe, donc 58 et ça, c'est une tendance de longue date que l'Ontario reçoit plus de la moitié des résidents permanents d'expression française qui arrivent au Canada à chaque année. Et nous, au Nouveau-Brunswick, c'est aux environs de 10 Et donc, on est une des provinces où on reçoit en fait une proportion plus faible des résidents permanents d'expression française que notre proportion au sein de la francophonie canadienne. Donc, on voit qu'on a du travail à faire pour accroître cette proportion-là parce que si on regarde au niveau des chiffres,
les francophones du Nouveau-Brunswick, on représente à peu près 22 des francophones hors Québec au pays et on accueille environ 10 des résidents permanents d'expression française qui arrivent chaque année au Canada, hors Québec. Pour ce qui est des admissions de résidents permanents, selon les régions métropolitaines, pour la période de 2016 à 2021, ces chiffres-là nous apprennent qu'il y a encore du travail à faire pour ce qui est du dossier de la régionalisation de l'immigration. Donc, quand on prend l'ensemble des résidents permanents d'expression française qui ont été admis au Nouveau-Brunswick entre 2016 et 2020, puis j'ai mis 2021 pour comparer en fait que c'est des tendances qui s'inscrivent assez similaires pour la dernière année ou si on prend comme période les 5 dernières années, on voit qu'à peu près un peu plus de 2 tiers des résidents permanents d'expression française qui ont été admis au Nouveau-Brunswick se sont établis dans la région du Grand Moncton et 6,3 dans le coin d'Edmundston, 8 Fredericton, 8,8 Bathurst, 5 Saint-Jean et le reste du Nouveau-Brunswick, environ 6 Donc, ces données-là nous rappellent qu'il y a encore des efforts importants pour ce qui est de la régionalisation de l'immigration au Nouveau-Brunswick. Au niveau des différents groupes d'âge, c'est les groupes d'âge pour les résidents permanents d'expression française qui ont été admis entre 2016 et 2021. Sans surprise, relativement jeunes, surtout lorsqu'on compare à l'âge médian au Nouveau-Brunswick et selon les données du plus récent recensement, l'âge médian au Nouveau-Brunswick est de 46,8 ans, donc 50 plus que l'âge médian au Canada. On peut voir en fait que c'est ça, donc l'immigration a aussi un effet sur l'âge médian. Et j'ai mis un petit tableau aussi pour rappeler, donc ces données que je vous ai présentées, c'était celles du ministère de l'Immigration fédérale, les admissions annuelles de résidents permanents. Mais je vous ai aussi montré un tableau sur les inscriptions d'étudiants internationaux. C'est un petit peu étrange parce qu'à l'écran, on ne voit pas la totalité du tableau, mais sur mon ordinateur, on voit le tableau en entier. Mais je vous ai divisé le campus de Moncton, Shippagan, Edmundston, et au total, à l'Université de Moncton, grosso modo, c'est environ 800 étudiants internationaux qui fréquentent l'Université de Moncton. Pour le CCNB, les données ne sont pas disponibles publiquement de la même façon que pour l'Université de Moncton, mais à titre d'exemple, pour l'année 2000, excusez-moi. Au CCNB, c'est environ 400 étudiants internationaux qui étaient inscrits au CCNB. Donc, au niveau de la proportion des effectifs, à la fois à l'Université de Moncton ou au CCNB, ça joue autour de 18, 19, 20 des effectifs. Et c'est quand on compare, par exemple, au nombre de résidents permanents admis qui sont d'expression française sur une base annuelle au Nouveau-Brunswick, on parle d'environ, par exemple, 790 en 2021. Et on compte environ, pour seulement l'Université de Moncton, les 3 campus, environ 800 étudiants internationaux qui sont inscrits à l'Université de Moncton. Donc, au niveau du contexte néo-brunswickois, c'est un nombre qui est quand même non négligeable pour ce qui est des étudiants internationaux. Maintenant, je vais vous présenter les données au niveau des projections démographiques. Ces projections démographiques-là ont été réalisées dans le cadre d'un mandat de recherche commandité par la FCFA du Canada. L'objectif de la FCFA, c'était dans les réflexions pour une cible renouvelée en immigration francophone. Ils voulaient être en mesure de baser ces réflexions-là sur des données probantes. Comme je vous l'ai mentionné, en 2003, quand on avait adopté la cible de 4,4 on ne s'était pas interrogé sur est-ce que cette cible-là permettrait d'atteindre les objectifs qu'on y associait. Et la FCFA avait comme objectif, donc, en commandant cette recherche-là, de combler cette lacune-là et de pouvoir avoir des données probantes pour les réflexions sur une cible renouvelée. Avec une équipe de recherche de Sociopole, donc il y avait moi, ma collègue Marie-Ève Forêt et B. Benadi, qui est un démographe à la retraite. On a eu un partenariat avec Statistique Canada et on a utilisé le modèle Demosim. Le modèle Demosim, c'est un modèle qui a été développé par Statistique Canada, notamment dans le cadre de l'exercice des projections démographiques 2011-2036 qui a été réalisé par StatCan. Ça a été publié il y a environ 4-5 ans. Nous, on a pu reprendre ce modèle-là qui tient compte d'une diversité de variables. Taux de natalité, la mortalité, les migrations interprovinciales, migrations internationales, les transferts linguistiques au cours de la vie entre la génération, donc plus d'une dizaine de variables démographiques et non démographiques.
Et on a fait quelques ajouts au modèle. Donc, plutôt que de partir des données du recensement de 2011, de l'enquête auprès des ménages, on a ajouté les données du recensement de 2016. On a aussi ajouté les données réelles des admissions d'immigrants francophones pour la dernière décennie. Et on a testé une série de scénarios différents pour l'immigration francophone à partir de ce modèle-là. Qu'est-ce que ça nous apprend? Selon le scénario de référence, donc un scénario où l'immigration francophone demeurait sous la barre des 3 % au niveau national, c'est que la population francophone hors Québec serait appelée à continuer à décliner. Donc, en 1971, les francophones hors Québec représentaient 6,1 % de la population hors Québec. En 2016, on était à 3,8 %. Et si... Ah, la caméra. Oui, donc je regardais un petit peu trop la salle et moins la caméra. Et si ces tendances-là qui ont été identifiées se maintiennent, d'ici 2036, le déclin se poursuivrait pour atteindre environ 3,1 %. On a fait un exercice similaire pour le Nouveau-Brunswick. Et pour le Nouveau-Brunswick, donc en 1971, on était aux environs de 33,9 %, donc le tiers les francophones représentaient le tiers de la population au Nouveau-Brunswick. En 2016, on était à 31,8 % et dans un scénario où l'immigration francophone au niveau national demeurait sous la barre des 3 %, il est projeté que le déclin au niveau de la population francophone du Nouveau-Brunswick se poursuivrait pour atteindre environ 28,4 % en 2036. Qu'est-ce qui est à noter là-dedans? C'est que là, tout de suite, on est plus proche au niveau symbolique, on représente environ le tiers de la population de la province, mais si ce scénario-là se réaliserait, donc au niveau du scénario de référence dans le modèle de projection, on se rapprocherait davantage du quart de la population de la province du Nouveau-Brunswick au niveau des francophones, plutôt que du tiers comme que ça l'est actuellement. Et ce déclin-là, qui est projeté, en fait, c'est un déclin négatif de moins 17 % pour les francophones. Donc, quand on regarde en chiffre absolu, selon ce scénario de référence-là, en raison notamment du taux de vieillissement de la population, du faible taux de natalité et d'une faible immigration francophone au Nouveau-Brunswick, qui, je le rappelle, est le principal moteur de la croissance démographique au Canada, il est projeté que la population francophone au Nouveau-Brunswick pourrait donc diminuer d'environ 17 %. Et pour ce qui est de la population du Nouveau-Brunswick qui n'est pas francophone, donc majoritairement anglophone, ce déclin-là projeté est plutôt de l'ordre d'environ 3 %. Donc, un déclin beaucoup plus important pour ce qui est des francophones au Nouveau-Brunswick. Et un déclin de cet ordre-là, mais ça a des conséquences réelles à la fois en termes de représentation politique, notre poids au niveau de la province, plutôt d'être le tiers de la population, on se rapprocherait du quart, mais ça a aussi des conséquences, par exemple, sur les écoles, quelques points de pourcentage peuvent faire la différence entre le nombre de salles de classe dans une école, sur au niveau de la communauté, ça aurait des impacts sur différents aspects, et surtout dans un contexte aussi où il y a des besoins de main-d'œuvre très importants, il y a des besoins de main-d'œuvre aussi très importants au sein des communautés francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est toute une série de défis auxquels on fait face. Pour ce qui est du Canada, on va revenir sur le Nouveau-Brunswick dans un instant. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on constate, donc, sur un scénario de référence, un déclin projeté aux environs de 3,1 % d'ici 2036. Mais les projections nous apprennent aussi que ce n'est pas une finalité, ce déclin-là, et qu'il y a une manière d'influencer ces courbes-là, donc ces projections-là, notamment par le biais de l'immigration. Donc, si l'ensemble des autres facteurs demeuraient constants au niveau du vieillissement de la population, la natalité, donc tous les autres facteurs demeuraient constants et qu'on modifie le niveau d'immigration francophone, on constate en fait qu'on pourrait plutôt qu'avoir une décroissance de la population francophone hors Québec, on pourrait même reprendre le chemin de la croissance. Donc, un objectif de 6 % d'immigration francophone hors Québec correspondrait à d'ici 2036 à un ralentissement du déclin. Si on veut un maintien, donc simplement maintenir le poids démographique des francophones hors Québec, il faudrait un objectif de 8 % d'immigration francophone hors Québec. Et si on veut reprendre le chemin de la croissance, donc plutôt que d'avoir un déclin, avoir une légère croissance d'ici 2036, les projections démontrent qu'il faudrait environ avoir 10 % d'immigration francophone à l'échelle nationale. Toutefois, même si on atteignait un objectif de 10 % d'immigration francophone au niveau national,
ça aura un impact différencié selon les provinces. Parce que je vous ai montré tout à l'heure le tableau où c'est environ 58 des résidents permanents d'expression française qui s'installent hors Québec, qui s'installent en Ontario. Bien, on peut voir, en fait, avec cette distribution-là, si on conserve les distributions actuelles, même si on atteignait des objectifs ambitieux qui dépasseraient les 10 au niveau national, dans le cas du Nouveau-Brunswick, d'ici 2036, on constaterait tout de même un déclin de la population francophone dans la province. J'ai fait un petit tableau pour synthétiser. Donc, ici, le 10 il faut faire attention, je ne parle pas d'un objectif, ce n'est pas au niveau provincial, c'est au niveau national en conservant la même distribution qu'on a actuellement. Même si on atteignait des objectifs de 10 par exemple, au niveau national, au Nouveau-Brunswick, ça pourrait conduire à un déclin, mais un déclin qui serait quand même, somme toute, moins important et on demeurait au-dessus de la barre des 30 Qu'est-ce que ça nous apprend, ces projections-là, au niveau du Nouveau-Brunswick? C'est qu'il ne faut pas seulement se baser sur ce qui va être fait au niveau fédéral. Donc, ça peut avoir un impact. Donc, ça a un impact, c'est certain, d'atteindre des objectifs plus ambitieux au niveau national, mais il faut aussi vraiment réfléchir à comment accroître de manière substantielle l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick, parce que les efforts qui sont faits au niveau national, même si on atteignait des chiffres très ambitieux, ça aurait un impact, somme toute, limité sur la population francophone de notre province. Ces projections-là ont été réalisées au niveau géographique Canada hors Québec. Puis qu'est-ce qui va être intéressant dans la prochaine année? On a un mandat de la Société nationale de l'Acadie, donc de la SNA, pour réaliser des projections démographiques personnalisées au niveau atlantique. Donc, on va tester différents niveaux d'immigration francophone plus personnalisés pour le Nouveau-Brunswick. Donc, ces chiffres-là qu'on a pour le Canada hors Québec, on va être en mesure de faire des analyses plus poussées spécifiquement pour le Nouveau-Brunswick dans la prochaine année. Je reprends mes notes. Ah bon, j'avais perdu ma feuille. Merci. Donc, c'est ça. Au niveau des projections, qu'est-ce qui est à retenir? C'est que, en fait, qu'est-ce qui est projeté? C'est somme toute assez inquiétant pour l'avenir de la province. Donc, au niveau de la francophonie, on voit qu'il y a un déclin qui est projeté si les différentes variables se maintiennent, notamment une immigration francophone sous la barre des 3 Mais qu'est-ce qui est à retenir? C'est que ce n'est pas une finalité, qu'il y a des possibilités d'influencer ces courbes-là, notamment par une immigration francophone qui serait beaucoup plus élevée, comme on a pu le voir notamment au niveau Canada hors Québec, mais comme on peut le voir aussi au niveau de l'échelle du Nouveau-Brunswick. Puis pour ce qui est des moyens donc d'augmenter l'immigration francophone, il y a différentes voies d'accès à la résidence permanente. Quelques éléments de contexte. Il faut se souvenir que l'immigration, c'est une compétence partagée, mais avec prépondérance du gouvernement fédéral. Par exemple, c'est le gouvernement fédéral qui fixe les niveaux d'immigration, donc le nombre de résidents permanents qu'on souhaite admettre sur une base annuelle. Et actuellement, donc, on est à des niveaux records. En 2021, on a admis le plus grand nombre de résidents permanents de l'histoire du Canada. Et dans les prochaines années, on souhaite briser ce record-là année après année, donc atteindre des niveaux jamais atteint en termes du nombre de résidents permanents admis. Et au niveau des différents programmes d'immigration, il y a plusieurs catégories d'immigration qui relèvent de cadres réglementaires de différentes réalités assez complexes, mais on peut diviser en 3 grandes catégories les programmes d'immigration au Canada. Il y a les programmes d'immigration économique et dans ces programmes-là, il y a une partie des programmes qui sont gérés par le gouvernement fédéral et on a aussi le programme des candidats de la province. On va y revenir sur lequel, par exemple, le Nouveau-Brunswick a le plus d'emprise. Et il y a le volet du parrainage familial, donc qui est géré par le fédéral et le volet aussi des personnes réfugiées, des personnes protégées au Canada qui est géré par le fédéral. Donc, un petit tableau avec ces grandes catégories-là. Puis pour ce qui est des admissions de résidents permanents au Nouveau-Brunswick, j'ai divisé pour voir quel était le pourcentage en 2021 dans chacun de ces grands programmes-là. Puis on peut voir en fait que dans le programme des candidats des provinces, le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, en 2021, c'est 19 des résidents permanents qui ont été admis, donc qui sont réellement arrivés au Nouveau-Brunswick en 2021 dans le cadre du programme des candidats qui était d'expression française et c'est 18,4 pour le programme, là c'est maintenant
un programme permanent, mais dans les dernières années, c'est un programme pilote d'immigration au Canada atlantique, et tandis que c'est une proportion moins élevée pour les autres programmes. Puis de manière générale, au Nouveau-Brunswick, les deux programmes où il y a le plus grand nombre d'admissions de résidents permanents, qu'est-ce qui sont les principales voies d'accès à la résidence permanente au Nouveau-Brunswick? C'est le programme des candidats de la province et le programme d'immigration Canada Atlantique. En 2021, pour les résidents permanents francophones, donc quand on regardait l'ensemble des résidents d'expression française qui ont été admis au Nouveau-Brunswick en 2021, 43% étaient dans le programme des candidats de la province, 36% dans le cadre du programme pilote, puis maintenant que c'est un programme permanent au niveau du programme Atlantique en immigration. Fait qu'après 70% des résidents permanents d'expression française qui ont été admis au Nouveau-Brunswick en 2021 l'étaient dans l'un de ces deux programmes-là. Et pour ce qui est de l'ensemble des autres résidents permanents, c'est environ 60%, donc encore une fois, la majorité. Et c'est sur ces deux programmes-là que je vais insister dans la présentation parce que c'est les deux principaux programmes qui sont utilisés au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qu'on peut voir? D'abord, pour le programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick, on peut voir une tendance à la hausse. Ce n'est pas seulement au Nouveau-Brunswick, c'est à l'échelle du pays. À l'échelle du pays, on peut voir une proportion de plus en plus importante des résidents permanents qui sont admis, qu'ils sont dans le cadre de l'un des programmes des candidats des provinces. Au Nouveau-Brunswick, on avait au début des années 2000 moins d'une centaine de résidents permanents qui étaient admis dans le cadre du programme des candidats de la province. Et maintenant, on est près de 3000, donc dans les récentes années en 2019. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si on prend, dans la dernière décennie, qu'on regarde ce tableau-là, qu'est-ce que ça nous apprend? Si on prend l'ensemble des résidents permanents qui sont admis au Nouveau-Brunswick et on calcule le pourcentage qui ont été sélectionnés par la province, donc admis dans le cadre du programme des candidats de la province, dans la dernière décennie, c'est souvent plus de 50% des résidents permanents qui sont admis dans la province du Nouveau-Brunswick qui sont sélectionnés directement par la province. Ça, c'est beaucoup plus haut que la moyenne nationale. Au niveau national, c'est environ 20% ce chiffre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans d'autres provinces, c'est environ un résident permanent sur 5 qui est admis dans ces provinces-là, qui a été sélectionné par sa province de résidence, tandis qu'au Nouveau-Brunswick, c'est environ un résident permanent sur 2 qui a été sélectionné par la province. Ça s'explique parce qu'en fait, les programmes d'immigration économique gérés par le fédéral, on a moins de résidents permanents qui sont admis dans le cadre de ces programmes-là en proportion que dans d'autres provinces. Mais c'est que ça montre aussi que le Nouveau-Brunswick, en fait, a une capacité d'influence très importante sur la composition de son immigration. Parce que si on regarde les chiffres de la dernière décennie, en moyenne, c'est un peu plus de la moitié des résidents permanents qui sont admis dans notre province qui ont été sélectionnés par la province elle-même. Donc, une capacité, en termes de toute proportion gardée, bien sûr, qui est plus importante, par exemple, qu'en Ontario, où c'est moins de 10% des résidents permanents en Ontario qui ont été admis et qui étaient sélectionnés par la province de l'Ontario en raison d'un très grand nombre de résidents permanents admis par les programmes gérés par le fédéral. Et quand on réfléchit à l'immigration francophone, ça nous amène à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait, il y a déjà du travail qui est fait, ça a été mentionné aussi en introduction, mais comment est-ce qu'on pourrait mieux adapter notre programme des candidats de la province pour accroître l'immigration francophone, parce que quand on pense aux différents outils, on a quand même le programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick qui est un outil très, très important pour vraiment façonner l'immigration puis voir comment est-ce qu'on pourrait accroître l'immigration francophone. Ce tableau-là, c'est un tableau à titre indicatif en 2019, donc la proportion dans chacun des provinces, qu'est-ce qui était dans le cadre des différents programmes des candidats, la proportion de francophones. Au Nouveau-Brunswick, on était à 20%, mais ce n'est pas sur ce chiffre-là que je veux attirer votre attention, c'est sur celui de l'Ontario. En Ontario, il était à 7,7 %. Et pourquoi est-ce que c'est un chiffre intéressant? C'est qu'en 2019, c'est la seule province qui a atteint son objectif. En Ontario, il y a un objectif de désignation de candidats francophones de 5 %. Et la seule province à avoir dépassé son objectif, c'est la province de l'Ontario. Pourquoi est-ce que cette province-là a dépassé son objectif? C'est qu'il y a un volet, dans le cadre du programme des candidats de l'Ontario, il y a un volet qui est spécifique aux candidats bilingues. Donc, il y a un nombre de places qui est réservé, donc un nombre de certificats de désignation qui est réservé au volet des travailleurs qualifiés en Ontario. Et si on regarde les candidats francophones qui sont désignés en Ontario, qui sont admis, donc les résidents permanents admis en Ontario, c'est au-dessus de 80% de ces résidents permanents-là qui ont été sélectionnés dans le cadre du volet
qui est spécifique aux francophones. Donc, ça, c'est un type d'initiative qui existe dans notre province qui pourrait, par exemple, nous inspirer pour répondre à la question qui avait été posée des différents programmes d'immigration. Et c'est certain, quand on réfléchit aux différentes voies d'accès à la résidence permanente, il faut aussi porter une attention particulière à notre programme d'immigration au Canada Atlantique. On a vu quand même des améliorations récentes parce qu'au début, lorsque le programme a été lancé, même dans les premières années, on était sous le 5 de résidents permanents d'expression française. Et en 2021, on a monté à 18,4 %. Donc, la courbe est positive, mais il va falloir aussi porter une attention particulière quand on réfléchit à comment accroître l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick. Il faut penser à comment bonifier le programme des candidats, mais il faut aussi s'intéresser de près au programme Atlantique parce qu'après le programme des candidats, c'est le deuxième programme en importance pour l'admission de résidents permanents au Nouveau-Brunswick, toutes langues confondues. Et donc là, je vois que le temps qui m'est donné tire à sa fin. Je vais faire une petite conclusion avec d'autres enjeux parce que là, dans la discussion, je vous ai présenté beaucoup de chiffres, je vous ai présenté des projections qui appellent à une croissance importante de l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick, notamment face à un déclin projeté de la population francophone dans la province. Mais l'immigration, pour que ce soit un succès, donc même si on mettrait beaucoup d'efforts dans l'attraction, le recrutement, la sélection, il faut aussi réfléchir donc aux capacités d'accueil des communautés, s'assurer, investir des efforts dans la rétention. Oui, on veut beaucoup plus de personnes qui viennent s'établir, mais il faut aussi qu'à terme, ces personnes-là restent. Et il y a différents enjeux dans l'écosystème de l'immigration auxquels il faut aussi réfléchir, notamment toute la phase planification, mobilisation communautaire, notamment le développement des capacités, incluant dans les régions rurales, parce qu'on parlait tout à l'heure au niveau de la régionalisation de l'immigration. On a beaucoup de nos régions rurales dans le nord de la province, des régions francophones. Il y en a certaines qui ont une expertise qui remonte à déjà plusieurs années, plus de 10 ans en termes d'immigration, alors que pour d'autres régions, comme on va le voir demain à la table des municipalités, c'est un enjeu qui est, somme toute, assez récent. Donc, tout l'effort de la préparation communautaire, la préparation des communautés, une analyse des besoins, des enjeux pour bien comprendre qu'est-ce qui sont nos forces, mais qu'est-ce qu'aussi, objectivement, on a amélioré pour vraiment se préparer à l'accueil, la sensibilisation des communautés. Pour tout ce qui est de la promotion, recrutement, j'en ai déjà discuté pas mal au niveau de l'adaptabilité des programmes d'immigration. Il y a toute la question des étudiants internationaux aussi. Et ce n'est pas simplement au niveau on parle beaucoup de la rétention des étudiants internationaux post-diplôme, mais ça va de pair avec les conditions aussi d'insertion économique qu'on offre. Qu'est-ce que sont les opportunités économiques qui sont offertes aux étudiants qui sont diplômés d'une de nos institutions? On parlait tout à l'heure, il y a 800 étudiants inscrits à peu près à l'Université de Moncton qui sont internationaux, 400, donc plus d'un millier d'étudiants à l'heure actuelle qui étudient international, qui étudient en français au Nouveau-Brunswick. Il faut réfléchir donc à la question de la rétention, comment préparer cette rétention-là durant les études, mais toute la question de quelle place on leur fait sur le marché du travail et qu'il faut qu'il y ait des opportunités économiques à la hauteur des diplômes qu'ils ont obtenus si on souhaite que ces personnes-là restent à long terme. Il y a toute la question de la mobilisation des partenaires, notamment aussi le rôle des employeurs sur lequel on va discuter cet après-midi qui est primordial dans l'écosystème de l'immigration. Et finalement, toute la question des capacités d'accueil, d'établissement des communautés sur lesquelles on pourra revenir. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais être prêt à répondre à vos questions. Voilà, merci Guillaume. Premièrement, je veux parler pas trop vite pour donner la chance à la personne qui fait l'interprétation de reprendre son souffle parce que Guillaume parle terriblement vite. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a réussi à traduire tout ça. Alors, bravo à ceux qui l'ont entendu en anglais, qui a été capable d'être traduit. Alors, bravo. Guillaume, non, sérieusement, très belle présentation. Il y a eu quelques petites questions dans le chat qui nous ont été envoyées. Je te demande d'en choisir une au hasard, puis vas-y. Il y en a une qui concernait la cible provinciale. Est-ce qu'on parle d'une cible de 33 % d'ici 2024 donc, au niveau de la cible, au niveau provincial, je vous rappelle, c'est une cible de désignation. Donc, c'est dans le cadre du programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick. On souhaite atteindre un objectif de 33 % d'ici 2024 et c'est progressif. Donc, là, je ne me rappelle pas les chiffres exacts, mais dans la stratégie, c'est une augmentation graduelle pour atteindre 33 %
en 2024. Et en introduction, on nous mentionnait qu'on était déjà à 28 %. Et je vous rappelle aussi que c'est distinct, donc les désignations, ce n'est pas la même chose que les admissions réelles que je vous ai présenté les données, mais c'est une cible graduelle, donc une augmentation graduelle pour atteindre 33 % en 2024. Puis cette gradation-là est spécifiée dans le document de la croissance, la stratégie démographique 2019-2024 du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Une autre petite question, peut-être? Oui, une autre question ici qui portait sur le programme du nord de l'Ontario, sélection d'immigrants francophones. Je ne suis pas certain à quel programme ça fait allusion. Oui. Après, OK, je pensais que vous avez. Est-ce que. Il y a deux programmes auxquels je pense. Il y a le programme que je vous ai présenté en Ontario, qui a un volet qui est. Dans le cadre du programme des candidats de l'Ontario, il y a un volet qui est spécifique aux candidats francophones avec des places désignées. Mais dans le nord de l'Ontario, il y a aussi le programme pilote des communautés rurales et du Nord qui permet à des communautés locales de sélectionner, donc de recommander des candidats pour la résidence permanente. Mais ce programme pilote-là, on n'a pas de communauté participante en Atlantique. Nous, notre programme pilote qui s'était développé dans notre région, c'est vraiment le programme atlantique d'immigration. Question du chat, puis on passe à la salle. Il y avait quelques questions dans la salle aussi. Information sur les taux de rétention au Nouveau-Brunswick que je voyais. Au niveau des taux de rétention, je n'ai pas les données exactes sous la main. En fait, je me suis concentré sur qu'est-ce qu'étaient les admissions dans le cadre de la présentation avec les projections. Mais au niveau du taux de rétention de mémoire, puis ça, on pourra le revoir, il y a des publications notamment de l'ICRML dans lesquelles ces taux de rétention-là pour chacune des provinces atlantiques sont présentés. Mais de mémoire, je me souviens que les taux de rétention au Nouveau-Brunswick étaient légèrement plus bas que la moyenne nationale, mais il y a une augmentation dans les dernières années. Mais ça, je ne me prononcerai pas sur ces chiffres-là parce que je ne les ai pas sous la main, mais il y a des sources où vous pouvez les trouver. Merci, Guillaume. On a maintenant des questions dans la salle. Alors, si vous êtes dans la salle et vous voulez poser des questions, vous avez un micro. Sinon, on pourra lever la main s'il n'y a pas de micro à votre table. On pourra en déplacer un pour que vous puissiez poser votre question. Je vais vous demander d'activer votre micro quand c'est à votre tour, s'il vous plaît, et aussi de vous nommer pour qu'on puisse savoir à qui on parle, bien sûr. Alors, j'ai un monsieur juste là, chemise bleue, manteau noir. OK. Les deux ou juste un? Non? Alors, c'est beau. Alors, Canadès se spécialise dans le transfert d'entreprises depuis déjà 10 ans. On a été beaucoup impliqués avec l'immigration. Notre premier succès a été surtout avec la boulangerie Graine Folie à Caraquette, qui a été transférée à des amis français, mais qui ont suivi le processus de la résidence permanente. Puis aujourd'hui, ils ont leur citoyenneté canadienne parce que ça fait déjà 5 ans. Je pense qu'ils sont à leur 6e année. Là. Ça a été un succès sur toute la ligne là, par rapport à l'intégration ou ces choses-là. Puis, je trouve que le travail, l'immigration, on n'a pas de choix comme employeur aussi au Nouveau-Brunswick de se tourner vers l'immigration pour différentes raisons, parce que les ressources sont plus là et puis il manque de ressources humaines pour faire le travail dans ce sens-là. Puis c'est vraiment, il y a des ressources disponibles qui peuvent être vraiment intéressantes. Notre entreprise a procédé à l'embauche d'une personne comme directrice du marketing à Canadès qui nous provient de la Tunisie. Elle maîtrise en marketing digital et puis fait un travail extraordinaire avec nous. Et puis, ça devient vraiment intéressant. Puis, récemment, on a encore ouvert un poste à ce niveau-là et puis on a reçu une 20aine d'applications. Par contre, il n'y avait aucune du Nouveau-Brunswick et puis tout était de l'extérieur. Par contre, il n'y en avait pas beaucoup, 2 sur 20, je pense, ou peut-être 3, qui parlaient le français. Alors, ça pose un problème aussi par rapport au recrutement ou la sensibilisation par rapport à ça. Mais ce que je trouve comme expérience, parce que là, je parle aussi comme employeur, mais aussi comme Canadès qui donne un service aux entrepreneurs qui veulent vendre ou acheter des entreprises. Puis actuellement, on est en processus de mettre en place une agence de recrutement international au bénéfice des employeurs parce qu'on a un bureau à
à Montréal, mais les employeurs d'ici utilisent le service de Montréal parce qu'il n'y a pas nécessairement le service au Nouveau-Brunswick dans ce sens-là. Mais c'est la lenteur du processus, puis c'est la question de user-friendly qui n'est pas vraiment là, puis surtout le mélange entre le transfert de la désignation du programme de l'Atlantique à ce que c'est aujourd'hui, qui a ralenti beaucoup le processus de résidence permanente. Alors, on se demande s'il n'y aurait pas lieu, il n'y aurait pas moyen d'essayer d'accélérer ou de faciliter le processus pour les employeurs à ce processus-là pour permettre, dans un premier temps, à obtenir un visa de travail plus rapidement, puis dans un deuxième temps, avoir accès à la résidence permanente de façon systématique. Merci. Plusieurs éléments dans votre intervention. Oui, donc au niveau du premier, quelques éléments de réponse. Le rôle des employeurs, on n'a pas eu le temps d'élaborer beaucoup dessus, mais il est clé parce qu'en matière de recrutement, les employeurs jouent un rôle de plus en plus important. Dans le cadre du programme Atlantique, il y a un rôle de premier plan des employeurs dans le processus de sélection. Dans le cadre d'autres programmes économiques fédéraux, les offres d'emploi permettent d'avoir un nombre de points conséquent. Donc, quand on réfléchit à une stratégie de promotion de recrutement en matière d'immigration francophone, on ne peut pas passer outre le rôle central des employeurs. Comment est-ce qu'on pourrait mieux les accompagner dans le processus de recrutement international? Comment aussi mieux les connecter à des candidats francophones? Et dans certaines régions, aussi sensibiliser les employeurs au rôle, à l'importance du dossier de l'immigration francophone. Donc, ça, c'est certain. Dans toute stratégie de promotion recrutement de l'immigration francophone, le rôle des employeurs est clé. Pour ce qui est de la lenteur du processus, dans le contexte de la pandémie, dans plusieurs programmes d'immigration, les délais d'attente ont augmenté de manière importante et ça va prendre plusieurs années, de qu'est-ce que je comprends, de rattraper les retards actuels. C'est sûr que c'est un défi au niveau des employeurs et c'est réfléchir, donc aussi voir comment est-ce qu'au niveau du programme Atlantique, quand je mentionnais cet élément-là, comment est-ce qu'on pourrait y apporter des améliorations, des éléments pour mieux collaborer avec les employeurs. C'est sûr que c'est central, puis bien comprendre aussi les enjeux auxquels les employeurs font face dans le recrutement, bien comprendre qu'est-ce qui sont ces enjeux-là, les défis des employeurs, où est-ce que ça bloque pour par la suite adopter des mesures adaptées. Mais vous avez tout à fait raison, le rôle central des employeurs est à souligner. Alors, merci, Guillaume. Je veux aussi, si vous n'êtes pas satisfait ou vous voulez en savoir un peu plus sur plus de détails à propos des questions qui sont posées et des réponses de Guillaume, vous pouvez toujours communiquer avec la SANB, le RIF, Nouveau-Brunswick, et je suis certain que là, j'impose pratiquement quelque chose. Là. On pourrait même mettre l'adresse courriel ou comment rejoindre Guillaume si on a d'autres questions, parce que je suis certain qu'il serait intéressé de répondre à toutes vos questions malgré le temps qui nous presse un petit peu, mais on a quand même 2 autres questions dans la salle. Alors, présentez-vous et ensuite d'autres questions, s'il vous plaît. Merci. C'est Nathalie Comeau du regroupement féministe Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai 2 questions, mais je vais peut-être me laisser juste la deuxième pour laisser la place aux autres. Mais en fait, je serais curieuse, puis j'imagine que je ne suis pas dans la salle pour me poser un peu des questions de est-ce qu'on sait pourquoi les gens décident de ne pas rester au Nouveau-Brunswick ou de ne pas s'installer au Nouveau-Brunswick? Et puis, est-ce qu'il y a eu des études pour mieux comprendre si c'est un manque d'accès soit à des services ou c'est un manque de politique publique ou est-ce que est-ce qu'on a fait des recherches pour mieux comprendre si des discriminations systémiques, par exemple, ont un rôle dans cet établissement-là? Il y a eu une recherche qui avait été faite notamment sous l'égide de l'ICRML, donc Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, entre 2018 et 2020, donc pré-pandémie quand même, où le contexte économique était un peu différent. Et il y avait eu une série d'entretiens qui avaient été faits avec des gens qui étaient toujours sur place au Nouveau-Brunswick, mais aussi des personnes qui s'étaient d'abord installées au Nouveau-Brunswick et qui, par la suite, avaient quitté pour aller dans une autre province, notamment en Ontario ou dans l'Ouest. Et on cherchait à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas restés. Et dans la plupart des... Il ne faut pas généraliser, mais dans la plupart des cas, en fait, ce n'était pas au point de vue de l'intégration sociale, au niveau de la communauté, c'était relativement, somme toute, positif les récits, à quelques exceptions près, qu'est-ce qui était relaté, mais où ça bloquait, donc de quoi qui était commun à la majorité des personnes qu'on avait rencontrées, c'était au niveau économique, les occasions d'opportunités économiques qui souvent étaient moindres que des gens locaux et aussi dans d'autres provinces où notamment on pouvait accéder beaucoup plus rapidement à des emplois plus intéressants. Fait que ça tournait beaucoup autour de la variable économique. Et lorsqu'on comparait donc la situation économique de ces personnes-là lorsqu'ils étaient au Nouveau-Brunswick et dans leur nouvelle province de résidence, dans la majorité des cas, ils considéraient que leur situation économique était plus positive dans leur nouvelle
province de résidence, mais toutefois qui ne mettaient pas une croix définitive sur le Nouveau-Brunswick, qui avaient apprécié leur expérience, qui seraient peut-être même ouverts à un retour éventuel à des conditions économiques similaires. Donc, c'était beaucoup au niveau des occasions, qu'est-ce qui étaient les occasions d'insertion économique qui se présentaient. Ça tournait beaucoup autour de ça dans les facteurs de rétention qui avaient été identifiés dans cette étude-là. On a une autre question ici. Asma Regragui, ce serait plus un commentaire. Merci Guillaume, c'est toujours excellent de t'entendre. J'en profite, vu que les employeurs sont dans la salle, pour vous rappeler que vous êtes les modèles, que vous êtes derrière l'essor économique. Ne fermez pas les yeux, il y a des étudiants étrangers. Ils font partie de notre stratégie et de nos priorités. Ce sont des étudiants qui viennent de pays francophones, qui ont investi temps et argent et qui ne trouvent pas de débouchés dans leur formation. Donc, s'il vous plaît, parlez au CCNB, parlez à l'Université de Moncton, parlez au REDE, par exemple, et en même temps, Opportunités Nouveau-Brunswick et l'équipe d'attraction de la main-d'œuvre offrent des occasions de promotion et de recrutement dans les bassins francophones. Merci. Merci beaucoup. Alors, je me déplace dans le temps que tu fermes ta présentation, Guillaume. Il y a une autre question de l'autre côté de la salle. Alors, vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Ahika Kanto de Travail Nébé. Merci à Asma pour dire ça parce que je voudrais justement parler des étudiants internationaux. Je sais qu'il y a le pays qui fait la rétention des étudiants au CAFI à Grand Moncton, mais je me demande dans le côté, dans le plan stratégique, est-ce qu'il y a des autres initiatives qui vont commencer, qui vont s'abattre parce que je trouve qu'ils sont vraiment très précieuses. Ils parlent la langue, c'est la langue minoritaire et à la fin, ils vont prendre la résidence, ils vont quitter. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup, comme ça manque. Donc, je me demande s'il y a des initiatives, sinon, comment on pourrait les faire pour l'avoir? Le programme, exemple, le modèle du CAFI, c'est un modèle intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont ici pendant 4 ans. Un enjeu actuellement, c'est que les étudiants internationaux, à titre de résidents temporaires, n'ont pas accès aux services qui sont financés par le fédéral et qu'il y a beaucoup d'enjeux à l'insertion économique, par exemple la maîtrise d'anglais dans certaines régions, le réseautage canadien. Il y a beaucoup d'enjeux qui pourraient être adressés durant la période des études pour préparer l'insertion économique post-diplôme et le prix aborde plusieurs de ces questions-là. Mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire parce que c'est pas après les études, ce n'est pas n'importe quel emploi qui permet une insertion économique. Pour dire que l'insertion économique est réussie, ce n'est pas dire une personne a eu un emploi, mais c'est un emploi qui correspond au niveau de compétences dans le domaine de formation à la hauteur des attentes et c'est là qu'il y a un défi. Donc, la plupart pourraient se trouver un emploi au Nouveau-Brunswick, mais est-ce que c'est un emploi qui correspond aux attentes au niveau de compétences qu'ils ont développées et est-ce que s'il y a ailleurs, est-ce qu'ils vont avoir des meilleures opportunités? C'est vraiment là ce qui est un des enjeux au niveau de la rétention. Alors, merci beaucoup, Guillaume. Je suis certain qu'il y aurait d'autres questions qui surviendraient. Heureusement, le temps nous presse un petit peu, mais si vous voulez, vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce que Guillaume nous a présenté, etc., vous pouvez les envoyer dans le chat. Vous pouvez les envoyer aussi au pire du pire si vous perdez le chat ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'écrire au RIFNB, RIFNB. Moi, je dis riff parce que je pense toujours à un riff de guitare quand je le dis, mais ça, c'est où l'adresse est dans le chat aussi. Alors, c'est là. Et pour ceux qui sont ici, bien, vous avez tous des petites tablettes pour écrire à votre place, etc. Je suis certain que vous allez pouvoir prendre les coordonnées du RIF, etc., pour pouvoir compléter cet atelier ici. Alors, c'est sur ces mots-là que s'achève notre premier atelier. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet état des lieux. Merci beaucoup. Moi-même, j'avais des questions, mais je vais me les garder. Je vais t'en parler un petit peu tout à l'heure. Et cette mise en contexte qui va nous permettre d'aborder les 3 autres ateliers. Alors, restez avec nous. Après une courte pause, le temps d'aller faire le vide et le plein. On vous revient dans une quinzaine de minutes à 14h45. Même lien Zoom. Alors, merci, thank you, Waliwak et Waliwan. J'espère que je les ai bien dit. En tout cas, je me force.